Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aujourd'hui à la nouvelle étape dans la mise en place du référentiel unique d'interopérabilité du médicament. Comme pour tous les webinaires de l'ANS, celui-ci est enregistré et sera disponible en replay sur le site de l'agence. On vous mettra également en ligne le support de présentation. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions pour qu'on puisse toutes les voir, ne pas en rater et pouvoir y répondre à la fin de cette présentation. Voilà, je passe la main aux intervenants et puis bon webinaire à tous. Merci. Bonjour messieurs, dames, je suis Yann Briand, donc je travaille à l'ANS, je co-dirige le CGTS, le Centre de gestion de terminologie de santé. Donc merci à tous d'être venus nombreux assister à ce webinaire qui va faire le point sur la publication du référentiel unique d'interopérabilité du médicament qui est maintenant en construction depuis 1 an et quelques. Et nous faisons ce webinaire lors du passage à la publication mensuelle qui marque réellement la première étape de ce référentiel après la publication de la maquette au cours de l'an dernier qui nous a permis d'éprouver le modèle et de voir la conformité du remplissage par rapport au notre cahier des charges. Ah. Alors, le webinaire va se diviser en 3 parties. Une première partie où je vais faire, quelques rappels, où je vais passer la parole, au maître d'œuvre, du modèle et de la publication du référentiel sur le serveur multiterminologie du SMT. Donc, après ces quelques rappels, je passerai la parole à Thomas Francard de la société Sparna qui a beaucoup œuvré sur la modélisation du référentiel et la parole à mon collègue Tayeb Merabti qui va vous faire une démonstration du référentiel sur le serveur multiterminologie. Après, on arrivera à une deuxième étape où on parlera des prochains jalons et je laisserai la parole aux contributeurs pour présenter leurs perspectives. Donc, on parlera pour les prochains jalons des passerelles vers d'autres terminologies qui vont permettre d'avoir une utilisation intégrée du référentiel. Notamment, Monsieur Roano de la DGOS nous fera une présentation du lien référentiel avec la nomenclature d'achat de la DGOS. Et je céderai la parole après à Laurence Lefebvre de l'ANSM, de la direction de la maîtrise des flux et des référentiels, madame Agnès Vabois du club interpharmaceutique et de monsieur Frédéric Doc qui va représenter l'association Medicabase. Et enfin, on fera une courte présentation de la préfiguration de la prochaine étape avec la mise en service de la prescription en dénomination commune. Et Catherine Duclos de l'université Paris-Nord Sorbonne nous fera une présentation de l'organisation rationnelle et de la standardisation des dosages pour ce référentiel. Et la troisième partie, bien sûr, ce sera une séance de questions-réponses. Les intervenants que vous pourrez retrouver dans la présentation. Alors quelques rappels. Donc le référentiel que l'on a commencé à construire en 2022 a 2 objectifs. Donc favoriser l'interopérabilité des échanges de la donnée médicamenteuse en permettant une description non ambiguë des médicaments, de la substance et de ses composants jusqu'aux éléments dispensés. Et le deuxième objectif est aussi de rendre opérationnelle une prescription en dénomination commune, en favorisant un chaînage entre l'abstraction qu'est la prescription de dénomination commune et les spécialités pharmaceutiques dispensées.
Les utilisateurs, sont, extrêmement divers. Bien sûr, au premier chef, ce sont les professionnels de santé, les éditeurs de logiciels ou les éditeurs de bases de données qui vont intégrer, ce référentiel et qui, vont, permettre les échanges, de données médicamenteuses et enfin sur l'éc là, il y a un peu est-ce que tout le monde voit mon écran? Voilà, c'est bon. Et les au niveau de l'analyse des données, les épidémiologistes, les économistes qui vont pouvoir, exploiter, les des bases contenant des médicaments et ainsi que les institutions sanitaires, les décideurs qui vont, dont la tâche sur le lancement des alertes ou le pilotage des et le recueil de données, va être, favorisé et facilité par un tel référentiel. Donc, 3 mots sur le périmètre du référentiel, donc sur l'univers du médicament concerné. Donc, il concerne tous les médicaments disponibles en ville et à l'hôpital, identifiés par les identifiants, pertinents, dans chaque univers, c'est-à-dire la présentation, au niveau de l'ambulatoire, l'unité commune de dispensation au niveau de l'hôpital. Et ce référentiel va concerner tous les médicaments ayant une autorisation ou un enregistrement. C'est-à-dire qu'on aura les médicaments de prescription, les médicaments, OTC, les enregistrements homéopathiques et phytothérapeutiques, ainsi que les médicaments en accès dérogatoire. Le référentiel est purement, descriptif et va se focaliser sur les substances actives. Pour l'instant, on n'aura pas d'excipients, heu, décrits dans le référentiel. Et du point de vue historique, donc on a toujours pour but, de le faire remonter jusqu'en 2007. Hem Et cette date pourra être ajustée en fonction des difficultés que l'on aura pour historiser les données. Et enfin, ce qui a déjà commencé, ce qu'on avait mis en évidence pendant l'instruction, la nécessité, du moins l'intérêt, d'établir des passerelles entre d'autres vocabulaires contrôlés, porteurs d'informations, réglementaires, ou diverses, et on en verra quelques exemples dans la deuxième partie. Pour, pouvoir, renforcer le caractère opérationnel du référentiel. Donc pour les cas d'usage, donc c'est tous les cas d'usage classiques en interopérabilité, que ce soit en production de soins au premier chef, donc la e-prescription, la coordination entre professionnels avec le transfert de données médicamenteuses, donc au niveau national ou au niveau international. Le référentiel est aussi, conçu pour répondre à des cas d'usage de pilotage pour le suivi, par exemple, des ruptures de stock ou des ruptures d'approvisionnement et enfin, aussi pour pouvoir, être plus rapide et plus opérationnel sur le suivi des alertes, sanitaires. Je vous rappelle que la nécessité du référentiel avait en premier émergé lors de la crise Covid. Et au niveau de l'exploitation des données, là, ça sera un outil indispensable et en proposant des classifications et des arborescences et une présentation de la connaissance sur le médicament de manière, adaptée, pertinente pour les épidémiologistes, économistes qui auront à exploiter des données médicamenteuses. Sur les sources des données, encore un rappel, donc on s'évertue à travailler au plus proche des sources primaires. C'est-à-dire qu'on va travailler avec l'ANSM et le CIP pour les codes spécialités, identifiants de présentation, unités communes de dispensation. Pour les médicaments en accès dérogatoire, on va ajouter les données de la DSS sur les codes d'indication, les dates de validité des accès précoces. Donc ça, c'est également en discussion, pour être intégré dans les prochains jalons.
Et depuis, l'an dernier, nos collègues de l'ANSM, donc garantissent maintenant une traduction, nationale de l'ATC, donc qui est également publiée sur le serveur, multiterminologique de l'ANS, donc la classification, des médicaments et qui est utilisée en France pour lier, un médicament à l'ATC par son indication principale et donc ce code ATC est également maintenant intégré au référentiel. Donc ça, c'est pour les éléments tangibles. Au niveau des abstractions, donc, on s'appuie sur le pour la prescription en dénomination commune, on s'appuie sur le référentiel d'interopérabilité du médicament virtuel Medicabase, donc, l'association Medicabase développe depuis 2017 et qui nous sert de pivot pour, faire la prescription en DC à partir d'éléments standardisés fournis par l'EMEA, donc les formes, les voies, les unités de présentation et les substances. Donc pour rappel, la prescription d'élimination commune, c'est une abstraction qui regroupe, une substance, une forme pharmaceutique, un dosage et une voie d'administration. Et enfin, pour assurer l'interopérabilité transfrontalière, on ajoutera aussi le produit pharmaceutique, qui est un concept provenant du modèle européen IDMP, Identification of Medicinal Product. Donc le modèle s'appuie, sur 5 strates de description qui va des éléments, fabriqués et des éléments dispensés, éléments réglementaires que sont la spécialité pharmaceutique, la présentation et l'unité commune de dispensation. Une autre strate qui est une abstraction pour la prescription, qui est le médicament de prescription en DC et enfin une strate socle, avec les constituants du médicament. Donc les substances, pour rappel, que les principes actifs et la composition du médicament. La composition du médicament pour l'élément fabriqué et pour le produit pharmaceutique. On n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais les compositions sont, légèrement différentes et on va distinguer donc produits pharmaceutiques conformes IDMP et éléments fabriqués, ce qui est, présent effectivement dans la boîte. Et à côté de cela, on a des attributs, fondamentaux, associés à chaque strate. Donc, pour, les éléments réglementaires, éléments dispensés, donc CIP, UCD, CIS, on a bien sûr la classe ATC, les événements et les indications liées aux médicaments en accès dérogatoire. Au niveau de la strate sur la prescription des nominations communes, bien sûr, on a le médicament virtuel et la voie d'administration et on a tous les éléments standardisés venant de l'EMA pour, les strates des constituants avec la forme pharmaceutique, le dosage, l'unité de présentation. Au niveau de la standardisation, là, aujourd'hui, on est au premier jalon de publication du référentiel. Donc, pour l'instant, c'est, comme élément de normalisation, on a les codes réglementaires, CIP, UCD, et CIS avec le code ATC et on a, aussi normalisé la substance en fonction du dictionnaire, SMS fourni par l'EMEA et progressivement les autres éléments de normalisation vont venir avec les éléments, au cours de l'année 2023. Quelques mots sur la construction du référentiel avec une trajectoire adaptée par rapport à celle que l'on a présentée l'an dernier. Au moment de la maquette, donc on a le premier jalon est passé maintenant avec la publication de la maquette, une première version en juin 2022, une deuxième version en septembre 2022 et qui s'est accompagnée d'une concertation publique et maintenant on est au jalon 1
qui est venu. Donc si tout le monde m'entend, c'est bon. Oui, on Ça t'entend. va, tu es de retour, Yann. Donc, au palier 1B, ce qui est le réel palier où le référentiel sera complet pour le plan national, va intégrer donc la prescription en décès, les médicaments en accès dérogatoire, les enregistrements homéopathiques, tous les historiques de médicaments au plus loin de ce que l'on pourra remonter et les compositions quantitatives normalisées. Entre ces 2 paliers, on va, introduire progressivement des éléments de de classification qui vont aider, notamment pour la prescription en dénomination commune et pour la prescription en décès. C'est-à-dire qu'on va rajouter, les éléments pharmaceutiques composant, les UCD et les éléments fabriqués et qu'on va catégoriser les médicaments par rapport à la prescription en décès selon la ligne éditoriale définie au cours des groupes de travail de l'AHS. Et enfin, on va bien identifier les substances qui portent le dosage, qui ne sont pas formellement identifiées dans les sources actuelles, mais ça va être délivré progressivement pour faciliter les calculs automatiques et la normalisation du référentiel. Les paliers 2 et 3 concernent plus l'interopérabilité transfrontalière, internationale et la conformité avec le modèle IDMP, avec l'embarquement progressif des concepts IDMP. Et pour cela, on attend que l'Europe avance sur ces travaux et que l'on puisse être complètement conforme avec les travaux européens. Donc, quelques petits mots sur l'organisation, du travail au cours de cette dernière année. Donc, pour rappel, il y a eu 5 équipes mobilisées et coordonnées de manière continue. Une équipe de l'ANSM, une équipe du club interpharmaceutique, une équipe de l'association Medicabase, des experts, qui nous viennent de l'université Sorbonne Paris Nord et du département, des 2e du CHU de Rouen et des experts de web sémantique de la société Sparna et bien sûr, nous, équipe maîtrise d'ouvrage de l'ANS. Donc cette année a vu l'organisation de plus de 40 ateliers sur l'organisation de la production, la modélisation de la connaissance, la ligne éditoriale du référentiel et les passerelles vers les données complémentaires. Donc ces ateliers sont toujours en cours, vont se continuer au cours de l'année 2023 et juste à titre indicatif, on a eu plus de 25 comités de coordination en 2022 jusqu'à aujourd'hui, mars 2023. La concertation publique à la publication de la maquette a fait émerger des besoins de passerelles avec d'autres vocabulaires contrôlés, notamment des informations réglementaires, la nomenclature d'achat, de la DGOS, dont nous dirons quelques mots, tout à l'heure et des besoins émergents avec des classifications européennes qui nous donnent, une vision de ce que peuvent être des données liées entre vocabulaires pour une utilisation complètement intégrée de plusieurs, terminologies ayant des informations complémentaires. Maintenant, nous allons plonger dans le cœur du sujet après ces rappels et je laisse la parole à Thomas Francard de la société Sparna qui va nous, présenter le modèle et les aménagements que l'on a dû faire depuis la maquette, l'élaboration de la maquette. Thomas? Alors plongeons. Plongeons un peu plus précisément dans, la structure du référentiel avant que Taïeb nous fasse des démos, sur son utilisation, et la navigation effective dans les données. Ça, c'est un diagramme qu'on avait présenté au webinaire de l'année dernière, si ma mémoire est bonne, qui donne la vue au niveau, hein, de ce qu'il y a dans le référentiel et qui répète un petit peu les strates, les 5 strates que Yann a évoquées. Donc on voit 4 grandes parties, hein, sur ce diagramme. La première partie au centre, c'est le référentiel des spécialités UCD et présentation. La prescription dénomination commune est en haut à gauche, numéroté 3. Les produits pharmaceutiques, les PHPID, pour assurer l'interopérabilité européenne, sont à droite. Et puis on a en bas à gauche, les vocabulaires supports, qui servent donc de support à la description des autres entités, à savoir les listes contrôlées de substances, de formes,
d'unités de présentation, de voix et quelques autres. Dans le jalon 1A, donc, qui a été publié ces derniers jours, hein, n'est présent que ces sous-ensembles-là, donc les spécialités et leurs éléments, les unités communes de dispensation, les présentations, les événements réglementaires associés aux spécialités et aux présentations, en premier lieu desquels les AMM, les autorisations, et puis le référentiel ou la liste des substances. Une autre façon de dire la même chose, c'est de décrire le périmètre, hein, de ce jalon qui a été publié, c'est la structure des fichiers CSV, puisque Taïeb vous montrera que ce référentiel il est disponible suivant les normes et les standards du web de données, donc les formats RDF et OWL. Il est aussi disponible sous forme d'un jeu de 8 fichiers CSV, qui sont les 8 boîtes que montre ce diagramme. Donc on retrouve, hein, les CIS pour les spécialités, les CIP pour les présentations, les UCD, une table de correspondance qui fait le lien entre les 3 identifiants, donc qui dit tel UCD correspond, tel UCD est dans tel UCD de telle spécialité présente dans telle présentation. Les événements réglementaires qui sont respectivement attachés aux CIS d'un côté, donc aux spécialités d'un côté, aux présentations de l'autre. Et puis les compositions qui donnent les compositions en substances actives de chaque spécialité. Donc vous avez des informations de volumétrie, hein, sur chaque fichier, donc à peu près 14 000 spécialités, 20 000 présentations, 15 000 UCD, 3 000 substances. Ces 8 fichiers CSV sont à utiliser, sont à mettre en lien avec un autre qui est celui de l'ATC. L'ATC étant techniquement parlant un autre référentiel qui ne fait pas partie du référentiel du médicament, mais qui a vocation à être utilisé en combinaison avec le référentiel de médicament pour un certain nombre de cas ou un certain nombre de requêtes qu'on va détailler après d'ailleurs. Dans la fiche détaillée, dans la documentation détaillée du référentiel du médicament, vous trouverez des diagrammes détaillés qui détaillent précisément les attributs descriptifs de chaque élément du modèle, qu'on ne va pas détailler ici, mais si vous vous intéressez, si vous voulez rentrer dans le détail et savoir qu'est-ce qu'il y a comme attribut dans le modèle, la fiche détaillée répondra à ces questions-là. Vous y retrouvez ces diagrammes. Ici, c'est un diagramme qui donne la description des spécialités pharmaceutiques. Donc on voit le code CIS, le code ATC, ce qu'il est actif, la date de début, la date de fin, ses libellés, sa classification ATC et un certain nombre d'autres caractéristiques. Donc je vous renvoie à la fiche détaillée pour avoir les détails sur le modèle et vous verrez, pour répondre à la question qui a été posée dans le chat, que le modèle n'inclut pas, par exemple, les dimensions des médicaments. Ce référentiel, de façon très pragmatique, si vous voulez l'utiliser, en fait, il y a 2 grands modes d'utilisation ou de consultation, soit des utilisations en ligne, soit des utilisations hors ligne en téléchargeant les données. Donc Taïeb va vous montrer ça plus précisément. En ligne, on peut naviguer, consulter et rechercher dans le référentiel à travers les interfaces du serveur multiterminologie de l'ANS, le SMT. On peut requêter les données directement en envoyant des requêtes écrites dans le langage Sparkle, donc c'est une API de recherche sur les données. Et puis, dans le package de téléchargement que l'on peut récupérer, on a les jeux de données en CSV et les jeux de données en RDF OWL qui répondent, qui structurent les données suivant une logique formelle. On voulait lister des exemples de recherche possibles, des façons d'exploiter les données publiées dans le référentiel dans ce jalon 1A, en donnant des exemples de cas d'usage, de requêtes qu'il est possible de poser. Par exemple, sur la problématique de l'interface ville-hôpital, quelles sont les correspondances CIP, UCD de spécialités qui contiennent du céfuroxime en se basant sur, ici, un code ATC. Donc là, on voit bien l'utilisation combinée des codes ATC et puis du référentiel du médicament. Des exemples de recherche par substance ou par code ATC. Quelles sont les substances des spécialités associées au code ATC du perindopril? Celle-ci est surlignée en vert et Taïeb vous la montrera tout à l'heure dans la démo. Dans quelle classe ATC se trouve la bêta-méthasone? Quels sont les vaccins Covid-19 disponibles en France?
tous ces cas d'usage, il y a une utilisation combinée du référentiel ATC et du référentiel d'interopérabilité du médicament. D'autres exemples sur les éléments ou les événements réglementaires. Par exemple, quelle est la frise chronologique de tous les événements dans la vie de la spécialité Fortum de Gramme. Donc, on veut savoir tout ce qui s'est passé en termes d'événements pour cette spécialité, ou quelles sont toutes les présentations commercialisées à ce jour de médicaments contenant de l'ésétimib ayant eu une autorisation d'importation parallèle. Des questions sur la composition dans ce jalon 1A. Alors, dans ce jalon 1A, pour exploiter la composition, eh bien, il faut se contenter de ce qui est disponible aujourd'hui, sachant que l'expression structurée des dosages et des compositions n'est pour l'instant que partielle. Donc, par exemple, quelles sont les présentations commercialisées à ce jour, dont le libellé décrit une composition de 1000 mg de metformine. Donc là, on est obligé d'aller regarder dans le libellé, puisque l'expression structurée et normalisée des dosages viendra dans les jalons suivants. Ou quelles sont les substances actives de l'Umextrum. Celle-ci également, Taïeb va pouvoir vous la démontrer et je vais lui passer la parole. Merci. Merci Thomas. Donc, moi, je me présente. Je suis Taïeb Merabti. Je co-dirige le CGTS avec Yann Briand et je suis en charge du projet SMT. Et donc, maintenant, je vais vous montrer rapidement en 10 minutes comment peut-on télécharger le référentiel du médicament sur le SMT, le visualiser et le requêter en prenant les deux exemples que Thomas a mentionné en vert tout à l'heure. Alors, juste avant de commencer ma presse, rapidement quelques chiffres quelques chiffres clés sur le SMT dans sa version 2023. Donc, juste pour faire une comparaison par rapport aux chiffres présentés lors du dernier webinaire qu'on a présenté aussi sur le référentiel. Donc, le SMT intègre actuellement 20 terminologies médicales, donc tout au format RDF ou WL, donc qui est devenu le format par défaut sur le SMT, avec plus de 700 000 concepts intégrés actuellement. Et sur l'année, on va dire sur l'année 2022, on a pu totaliser plus de 2000 téléchargements sur le SMT avec pas mal de retours d'utilisateurs qui utilisent actuellement directement le SMT comme source terminologique. Et sur cette année, donc comme nouveauté, on aura deux grandes nouveautés, on va dire. Donc l'intégration de la SNOMED vers juillet-août et bien sûr la mise en place d'une brique FHIR Terminology Service qui va apporter, on va dire, un nouveau format de publication de nos terminologies en plus du RDF. Ok, donc comme l'a mentionné tout à l'heure Thomas, donc actuellement on propose plusieurs façons d'interagir avec nos terminologies sur SMT. Donc la plus triviale, c'est de télécharger la terminologie directement via notre catalogue via notre catalogue des terminologies. Pardon Taïeb, je t'interromps, mais on ne voit pas ton écran en fait. Si tu es en train de montrer quelque chose. Pardon. Partager. Comme ça, c'est bon? Non, ça y est, on voit, ouais. C'est bon? Oui. Ouais. Bon, désolé, je vais en faire. Donc, la première façon de récupérer ou bien de télécharger une terminologie, c'est de passer par le catalogue des terminologies. Donc, le catalogue, il permet de lister toutes les terminologies qui sont intégrées sur le SMT. Donc là, si je veux récupérer le référentiel d'interopérabilité, donc je vais le rechercher ici, et donc j'arrive directement sur la page du référentiel. Donc à gauche, vous avez toutes les métadonnées associées à ce référentiel, donc la description, la version, la langue, donc c'est en français, et le format, donc le ALL, donc RDF ALL, et le CSV. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport à la précédente version, parce que comme disait Thomas, maintenant, on intègre aussi les fichiers CSV qu'on a utilisés pour construire le modèle. Donc quand vous allez télécharger le référentiel de médicaments, donc vous aurez le fichier
RDF, donc serialisé en XML, et en plus tous les fichiers, donc c'est les 8 tables CSV qu'on a utilisées pour la construction du modèle. Et donc à droite, on a le lien pour télécharger le référentiel. Donc si on clique, donc on a une licence, donc très important, on n'a pas besoin de se connecter, on va d'avoir un compte sur la SMT pour récupérer le référentiel des médicaments. Donc c'est gratuit, donc il suffit juste d'aller sur le SMT et d'accepter la licence et de récupérer le référentiel. Donc si je télécharge, est-ce que vous voyez mes documents pas que j'ai téléchargés? Non, on voit que ta fenêtre de navigateur. Alors, je repartage, je suis désolé. Et si vous voyez bien? Oui, là, c'est bon, on a tout en écran. Très bien, très bien. Et donc là, quand j'ai téléchargé le point zip, donc j'ai récupéré, donc j'ai décompressé le fichier. Donc j'ai un fichier date qui correspond au fichier de données. Donc là, j'ai le point RDF, donc le référentiel au format RDF, au WL. Et ici, excuse-moi, Tayeb, on voit toujours ta fenêtre, on voit ta fenêtre Livestorm en fait. Ah, merde. On ne voit pas le contenu du fichier. Et comme ça, vous voyez bien. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Oui, là, on est dans tes documents, ouais. Très bien. Et donc, dans le fichier date, donc j'ai le fichier RDF. Donc, c'est le fichier par défaut qu'on utilise pour distribuer nos terminologies. Donc, le RDF ou WL, serialisé en XML, bien sûr. Et ici, on a ajouté un point zip qui va contenir tous les fichiers CSV dont Thomas a parlé tout à l'heure. Donc, on a les tables CIP, CIS, substance, UCD, etc., etc. Et ici, on nous a mis un petit, lisez-moi, c'est un petit doc pour que vous pouvez avoir plus d'informations sur chaque table, donc les colonnes, le nom des colonnes et ça correspond à, et chaque colonne correspond à quelle donnée. Après, on a derrière, après c'est tout, on a la doc, donc ça c'est la fiche détaillée qui existe actuellement sur le site ou sur la page du référentiel. Donc donc la fiche détaillée, on prend le modèle, les exemples de requêtes. Donc c'est très détaillé et vous pouvez, c'est plus d'une quarantaine de pages que vous pouvez avoir comme documentation et qui sont très détaillées par rapport au référentiel, par rapport au modèle et par rapport aussi à tout ce qu'on utilise comme exemple. La licence et les métadonnées. Donc ça, c'est vraiment les principaux fichiers qu'on peut avoir sur les fichiers qu'on a téléchargés, donc le RDF, les CSV et la documentation. Je reviens sur le SMT. Ok. Vous voyez bien mon écran SMT? Non, ok, très bien. Et donc, ça, c'est la première version. Ça, c'est la première façon de récupérer le référentiel. Donc, je télécharge le référentiel, je récupère le RDF, je récupère les CSV et j'utilise le RDF directement en ligne sans pas besoin de passer ou bien de revenir sur la SMT. La deuxième façon, c'est de passer par ce qu'on appelle le visualisateur. Donc, il faut savoir que dès qu'une terminologie elle est intégrée sur la SMT, donc elle est indexée, ça veut dire qu'on va utiliser, donc elle est recherchable via notre moteur de recherche, ce que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais elle est aussi, on permet aussi de la visualiser, donc l'arborescence, et aussi de permettre aussi la recherche sur cette arborescence. Donc là, pour refaire, donc sur la page du référentiel, je clique sur concept lié
et j'arrive directement sur l'affichage en arborescence ou l'arborescence du référentiel du médicament. Et donc là, ici, je peux rechercher n'importe quel terme sur le référentiel. Donc, si on prend un exemple, donc je veux chercher la spécialité singular 10 mg comprimé pelliculé. Donc ici, j'arrive sur la spécialité qui correspond à singular 10 mg comprimé pelliculé. Donc ici, on a le code CIS, donc le code de la spécialité. On a le code ATC et aussi on a un lien vers le... alors, on ne va pas ici, je vais cliquer ici directement. Et un lien vers le code ATC dans le SMT. Donc, parce qu'on a l'ATC qui est déjà une terminologie qui est intégrée sur le serveur. Et une petite parenthèse sur l'ATC pour dire que la dernière version qui est intégrée sur le SMT depuis le début de l'année, elle est cumulative et que le concept sont maintenant historisés grâce notamment au travail de la NSM. C'est-à-dire que pour un concept ATC, on a maintenant la date de création, on peut avoir aussi la date de modification et on a aussi le statut du concept. Donc, s'il est actif, donc il est actif. S'il est inactif, donc ça veut dire qu'il n'est plus utilisé, mais on le garde quand même sur la version actuelle de l'ATC. Donc, si je reviens sur ma spécialité, donc on a le code ATC, on a les substances. Donc, si je clique sur une substance, donc on a pour chaque substance l'identifiant technique de la substance qui est ici, donc faux issu de la base de la NSM. Et on a aussi le code SMS. Donc, le code SMS, il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire il se peut que pour un certain nombre de substances, on ne peut pas avoir le code SMS. Et une nouveauté qui a été ajoutée vraiment dernièrement, c'est la liste de toutes les spécialités où cette substance est présente. Donc là, je suis sur cette substance, j'ai l'identifiant, le code SMS et j'ai aussi toutes les spécialités où cette substance est présente. Je reviens sur ma spécialité et après, j'ai la présentation, donc le code CIP à 13 chiffres, le terme principal et le synonyme. J'ai aussi le lien vers la spécialité et aussi, si je reviens sur ma spécialité, j'ai le code UCD. Donc la même chose, j'ai le code UCD à 13 chiffres, à 7 chiffres, la spécialité et la présentation. Et maintenant, donc ça, c'est une deuxième façon, c'est-à-dire que sur le SMT, dès que la terminologie elle est intégrée, donc on peut la visualiser. Donc on a l'arborescence qui est à gauche ici. On peut rechercher l'intérieur de cette arborescence et après on peut naviguer. Donc là, je vous ai fait la navigation de la spécialité vers substance, vers le code présentation, ECD, ou si je peux revenir en arrière vers la spécialité. Pour revenir sur les exemples, alors pour tester, donc Thomas tout à l'heure vous a présenté 2 exemples de requêtes qu'on peut tester sur la SMT. Donc la première requête, c'était quelles sont les substances, les spécialités associées au code ATC C09AA04. Donc juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on veut rechercher, donc ici je suis sur le moteur de recherche, je suis sur les référentiels, et je cherche le C09A04. Et donc là, si je cherche le code ATC, ce code ATC sur le référentiel médicament, donc j'aurai 50 résultats trouvés. Donc ça correspond à peu près à toutes les spécialités où ce code ATC est présent. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que pour toutes ces spécialités, je veux avoir la substance active qui est ici. Donc une façon triviale de faire ça, ou on va dire brute, c'est de parcourir toutes les spécialités et à chaque fois récupérer la substance, tester que sa substance, et à la fin, j'aurai mes substances actives associées aux spécialités qui ont le code ATC C09A04. Une façon plus simple, c'est d'utiliser le SparkQL. Donc le SparkQL, c'est quoi? C'est un langage de requête pour les données RDF. Donc il permet de faire des requêtes sur
les données RDF, donc c'est les formats de fichiers qu'on publie par défaut, pour extraire des informations structurées. Et donc, le SPARQL rassemble la SQL. Donc, il permet, par exemple, de faire des requêtes complexes telles que la sélection de données basées sur des conditions, le regroupement des données, l'application de fonctions d'agrégation. Et au-delà de ça, donc SPARQL est un standard de W3C, donc c'est le même consortium, on va dire, qui standarise le RDF et le XML. Et sur le SMT, donc nous avons mis en place un endpoint SPARQL. Alors, il est assez limité, certes, c'est-à-dire que c'est un endpoint SPARQL qui permet de faire des requêtes limitées à 10 000 résultats, mais on peut tout à fait le tester et d'exécuter des requêtes pour SPARQL simples et complexes sur nos terminologies et bien sûr sur le référentiel de médicaments. Et donc, pour répondre à la question, quelles sont les substances des spécialités associées au code ATC, donc je peux utiliser une requête SPARQL directement via le SMT, donc directement via un endpoint pour extraire toutes les substances associées. Donc, si on relie rapidement, même si la requête elle est très très simple, donc à partir du code ATC, donc je vais récupérer la spécialité, et à partir de la spécialité, donc je vais récupérer la substance qui est associée. Donc, pour chaque spécialité, je vais récupérer la substance associée à cette spécialité. Et derrière, je vais afficher l'ID de la substance sur la SMT, le libellé de la substance, donc en français, et le code SMS. Donc, le code SMS, il est optionnel parce que, comme j'ai dit au début, donc, il se peut que certaines substances n'ont pas de code SMS. Et du coup, s'il n'arrive pas à trouver un code SMS pour cette substance, donc, il exécute la requête quand même s'il l'affiche. Et donc, si j'exécute sa requête, donc j'arrive à trouver 3 substances qui sont associées à des spécialités qui ont le code ATC C09 AA0. Donc ça, c'est pour la première requête. La deuxième requête, elle est assez simple. C'est-à-dire que si je cherche ici, je veux toutes les substances associées à cette spécialité qui est humextrume comprimé gelule. Donc ici, j'ai 3 substances, donc pas besoin de faire une recherche, de chercher toutes les spécialités. Donc là, ici, j'ai une spécialité qui correspond à ce terme et je vais extraire toutes les substances actives. Donc en passant par SPARQL, ça va être aussi une requête assez simple. Donc ici, je vais utiliser le code CIS, donc j'ai un peu triché, donc je connais le code CIS par rapport à cette spécialité. Je récupère la spécialité et la même chose, je vais extraire les substances, les libellés et le code SMS et je vais essayer de l'afficher sur le endpoint. Et quand j'exécute, j'ai mes 3 substances, donc le paracétamol, le chlorphénamine, les pseudoéphédrines qui sont les mêmes qui sont présentes ici pour humextrume comprimé et gelule. Et donc, voilà, donc, je vous ai montré 3 types de façons d'exploiter, on va dire, le référentiel médicament sur le SMT. Donc, télécharger le RDF et derrière utiliser les outils qui existent, donc Protégé, GraphDB, donc tout ça, c'est des outils qui permettent de visualiser et de manipuler du RDF. Télécharger, utiliser les fichiers CSV qui sont fournis aussi avec le référentiel du médicament, utiliser la visualisation sur le SMT, utiliser le moteur de recherche, parce qu'on a aussi un moteur de recherche, le endpoint SPARQL, même s'il est limité sur le SMT, mais il permet aussi, il permet d'aller au-delà, jusqu'à 10 000 résultats par requête, ce qui est pas mal. Et aussi, on a tout ce qui est API. Donc, les API, ça permet de faire tout ce qu'on peut faire sur le SMT, donc télécharger les points zip, rechercher un terme, rechercher un code, les descendants de code, etc., etc. Et ce que j'ai dit aussi au début de la présentation, donc prochainement, on aura aussi FHIR, donc on aura un nouveau format d'interopérabilité sur le SMT et qui permet aussi, ça va nous permettre aussi de voir ou d'avoir des jeux de valeurs sur le SMT qui c'est un exemple de terminologie qu'on n'a pas encore sur le serveur.
Et voilà, j'ai terminé et je laisse la parole à mes collègues. Merci Tayeb. Donc, on arrive dans la deuxième partie de l'exposé, donc avec les prochaines étapes, avec les liens avec les référentiels tiers, les perspectives des contributeurs et la préfiguration de la prescription en décès. Donc, sans plus attendre, donc je passe la parole à Raphaël Roano de la DGOS qui va nous parler de la nomenclature d'achat et de son usage intégré avec le référentiel. Raphaël, bonjour. Bonjour, merci à tous. Effectivement, dans le temps imparti, je vais survoler le sujet, mais enfin, au moins pour partager les besoins réguliers que nous avons en décrivant les enjeux spécifiques à la nomenclature achat. Et puis, dans un deuxième temps, expliquer en quoi donc il y a ce lien avec le référentiel interopérable qui est utile pour nous. Alors, juste des considérations générales sur les nomenclatures achats, c'est qu'elles répondent à des contraintes qui s'imposent à nous. D'une part, une contrainte réglementaire, puisque le Code des marchés publics nous oblige, pour choisir la bonne procédure, à circonscrire le périmètre d'achat sur un domaine, disons, homogène. Et donc, ce domaine homogène, il faut le définir. Et donc, en définir une nomenclature qui se traduit au final par un code. Donc, il y a d'une part une contrainte réglementaire qui s'impose à nous, ce qui fait qu'il y a historiquement, il y avait des référentiels de nomenclature qui étaient extrêmement hétérogènes. Et à la DGOS, nous avons harmonisé ça avec les groupements hospitaliers de territoire en 2018. Ensuite, il y a un deuxième enjeu pour nous qui est une question de l'efficience du processus d'achat, en améliorant le pilotage de la fonction achat, la fluidité de manière générale des processus d'appel d'offres, et puis même, je dirais, sans rentrer dans le détail, des éléments qui contribuent à la qualité de production des marchés et au final, avoir les bons produits, les bonnes prestations dans des conditions économiques intéressantes. Troisième sujet que l'on traite maintenant depuis à peu près 2 ans, c'est l'efficience logistique, puisqu'il y a toute une série d'enjeux que l'on traite là-dessus. Au premier chef, il y a la question de la gestion des stocks, c'est-à-dire limiter les stocks dans les entrepôts, limiter les stocks dans les arsenaux, c'est-à-dire dans les services de soins, améliorer la fluidité du processus d'approvisionnement, idéalement en amont des hôpitaux, mais également entre les bâtiments et les entrepôts, ce qui est particulièrement aigu maintenant puisqu'on a les groupements hospitaliers de territoire, donc c'est-à-dire en se précisant. Et puis un dernier sujet qui n'est pas le moindre, c'est contribuer, puisque évidemment c'est un sujet qui est multifactoriel, c'est contribuer au repérage des tensions de pénurie, des tensions d'approvisionnement éventuellement de pénurie. Donc voilà l'ensemble des sujets qui s'intéressent de près ou de loin aux nomenclatures achats. Alors, de manière très très concrète, en quoi ça consiste? Alors, sur le plan réglementaire, nous devons évaluer les volumes d'achat sur un périmètre donné. Donc, évidemment, ça implique de caractériser ce que sont les périmètres, donc d'avoir une nomenclature. Et puis, autre point, c'est que ça nous sert à allotir, c'est-à-dire à définir des parties homogènes des appels d'offres et des marchés. Et là encore, il faut définir des périmètres homogènes, donc une nomenclature et des codes associés qui sont instrumentés dans les systèmes d'information. Concernant les processus d'achat, là, de la même façon, on a besoin d'avoir des quantités, voir concrètement en quantité de produits ou en quantité de marché. On a besoin de savoir quels sont le poids des différentes affaires. Alors, c'est utile à différents titres. Ça peut servir également à identifier les parts de marché des fournisseurs. Ça peut servir à identifier sur un domaine donné le niveau concurrentiel. Y a-t-il 1, 2, 3 fournisseurs? Donc ça, c'est évidemment, tout ça ne concerne qu'un domaine particulier, donc un domaine qui est caractérisé encore une fois
par une nomenclature. Ça nous sert également à mesurer les économies, puisque on a des économies globales sur l'ensemble du volume d'achat des hôpitaux, mais également ciblées sur des domaines d'achat, médicaments, il y a domaine thérapeutique. Donc, il y a un détail également qui est important. Ensuite, il y a la question logistique. Et donc là-dessus, ce qu'on cherche, c'est également cartographier les stocks, mais au-delà des stocks eux-mêmes, c'est-à-dire la valeur du stock ou le nombre de produits, de mesurer la rotation, pour savoir si c'est bien géré. Donc, on voit immédiatement que la rotation, il faut la définir par type de produit. Et puis enfin, ce qui n'est pas le moindre des sujets, c'est faire en sorte que les flux d'approvisionnement entrant à l'hôpital ou les flux entre l'entrepôt et les services de soins soient fluides. Et là, évidemment, on ne le fait pas de manière globale, mais on le fait par domaine d'achat en essayant de cerner les flux qui sont critiques en médicaments critiques. Voilà, donc, vous voyez qu'il y a toute une série de sujets qui font que cette nomenclature achat est indispensable pour nous. Mais elle est déjà intéressante en soi, mais elle est incomplète dans la mesure où on ne descend pas très finement au niveau des produits. Donc, ce qui fait le lien avec la diapo suivante, du coup. Alors, très concrètement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des communalités entre les exigences de gestion de la chaîne des médicaments et le processus d'approvisionnement. Finalement, c'est le fondement de l'intérêt d'avoir une interopérabilité. Alors, du coup, quelques éléments relativement simples. Alors, on sait bien collectivement que la gestion de la chaîne des médicaments implique d'avoir de la visibilité sur les produits, où est-ce qu'ils sont, quelles sont les quantités, quelles sont les références, de manière à sécuriser de bout en bout, c'est-à-dire depuis l'entrée dans l'hôpital au niveau de la PUI, jusqu'à l'administration aux patients. Donc, il y a cette exigence de visibilité. Il y a une deuxième question qui est la traçabilité exacte des caractéristiques, mais là, ça a été largement abordé. Puis, il y a également la question de la disponibilité, puisque, évidemment, sans produit, on ne soigne pas. Donc, ça semble assez basique, mais finalement, ces éléments-là sont codés sont caractérisés dans le référentiel d'interopérabilité. Et là, vous allez voir que nos préoccupations spécifiques de l'achat ou de la logistique rejoignent totalement ces points-là, puisque dès lors qu'on s'intéresse à l'approvisionnement, c'est-à-dire la distribution depuis le fournisseur jusqu'à l'hôpital, évidemment, il faut avoir la trace de ce qu'on a acheté. Et donc, il faut caractériser à un niveau fin, un niveau moyen, enfin, à différents niveaux, ce que sont ces produits de santé, que ce soit médicaments d'ailleurs ou dispositifs médicaux. Alors, évidemment, la question qui se pose également en termes strictement logistiques, il y a la disponibilité du produit. Est-ce qu'on a le stock suffisant? Est-ce qu'on est critique vis-à-vis du stock de sécurité? Donc, alors, ce n'est pas exactement une disponibilité vis-à-vis du soin des patients. Mais pour autant, très en amont, cette préoccupation, elle existe totalement au niveau des processus logistiques. La question de la fluidité de la distribution, de manière à avoir des processus qui, sans à-coups et qui sont performants, y compris sur le plan économique, c'est une préoccupation qui rejoint ce que je disais au-dessus, qui rejoint les préoccupations des processus de gestion de la chaîne du médicament. Donc, on voit bien que les questions d'approvisionnement, achat, donc marché ou logistique proprement dite, rejoignent complètement les préoccupations de la chaîne du médicament. Donc, il y a un intérêt majeur à chaîner complètement les types de données que soit nomenclature achat avec tout ce qui a été évoqué par ailleurs, c'est-à-dire les qualifications UCD, CIP, etc. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des maillons communs qui constituent l'interopérabilité pour pouvoir passer de l'un à l'autre. C'est les éléments de justification. S'il y a de manière très très générale et au pas de course, mais bien entendu, s'il y a des questions, je peux zoomer sur tel ou tel point qui pourrait être utile. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots très rapidement sur nos préoccupations en lien avec la question de l'interopérabilité qui est très importante pour nous.
Merci. Merci beaucoup Raphaël. Donc avec donc ce premier cas l'exposé de ce premier cas d'usage qui permet de bien définir ce que sera l'intégration opérationnelle de la nomenclature d'achat qui détermine tous les domaines d'achat, les domaines d'achat, les regroupements, les familles, les catégories, et d'avoir in fine après tous les médicaments qui se rapportent à ces différentes catégories pour répondre à tous les cas les cas d'usage de traçabilité, d'organisation d'un appel d'offres, etc., etc. Donc ça, ça sera le premier grand cas d'usage pour le lien du référentiel avec une autre nomenclature opérationnelle. Merci beaucoup. Donc, si tu as des questions, si on vient à la fin, de toute façon, on transmettra toutes les questions sur l'utilisation de la nomenclature d'achat et on pourra y répondre en dehors du webinaire. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des questions, il y a toujours l'adresse ansterminologie@isanté.gouv.fr qui est valable et sur lesquelles on essaye d'être très réactif. Maintenant, un petit mot sur les autres liaisons. Donc, je serai très très bref. La concertation et le suivi de ces questions sur du référentiel avec nos collègues de l'INCA nous fait instruire de nouveaux cas d'usage, de liens, et notamment au niveau des médicaments anticancéreux, la liaison vers d'autres connaissances, vers d'autres organisations qui sont opérationnelles sur le parcours de soins cancer. Ainsi, on nous a posé la question sur la liaison des médicaments et la composition des... Ah, j'ai perdu la présentation. Est-ce que vous voyez toujours la présentation? Non, on l'a perdu aussi. Alors, je ne sais pas où elle est. Élodie, si tu es là, est-ce que tu peux nous récupérer la présentation? Parce que voilà, merci. Merci beaucoup. Plus utile que jamais, là j'étais perdu. Merci beaucoup. Donc, et la composition des protocoles thérapeutiques dans lesquels entrent les différents médicaments anticancéreux. Donc, un rapide exemple ici avec un exemple de liaison et d'intégration de référentiels complémentaires. Donc, on a à gauche, en haut, le référentiel d'interopérabilité du médicament qui porte le code ATC de l'indication principale du cyclophosphamide, son code substance normalisé, le libellé préféré, toutes les spécialités contenant du cyclophosphamide, donc générique et produit Princeps. Donc, on a recherché les terminologies du cancer qui embarquaient des protocoles thérapeutiques. Et donc à l'aide, donc on est allé sur l'UMLS, qui est un regroupement de vocabulaire contrôlé existant aux États-Unis, et on est tombé sur le thésaurus de l'Institut national du cancer, qui a une entrée substance et qui possède les protocoles thérapeutiques de chimiothérapie. Donc on a pu rapidement établir le lien, et donc on a vu par exemple que le cyclophosphamide était employé principalement pour traiter des tumeurs circulantes ou des tumeurs du sein. Si on plonge dans le détail au niveau du NCIT, on a un ensemble de données descriptives du protocole thérapeutique avec la synonymie, la définition de ce protocole thérapeutique, etc., et qui montre que la potentialité des données liées, surtout entre systèmes ouverts, qui permet d'accroître grandement le champ des possibles au niveau des requêtes, de l'exploitation des données, etc., etc. Donc, et ça, donc, c'est quelque chose qui est en instruction avec nos collègues de l'INCA. Et donc, ça sera probablement, on verra dans quel périmètre on va publier les référentiels complémentaires sur les protocoles de chimiothérapie.
Si on passe aux données réglementaires, là je serai très très bref. Donc ce qui est, on étudie et passera le terminologique vers des informations réglementaires à la demande des pharmaciens hospitaliers et aussi l'INCa avec lequel on a discuté l'intégration de la liste en sus ou au moins la liaison avec la liste en sus, qui est importante particulièrement pour les molécules anticancéreuses qui sont les molécules onéreuses, toujours en sus, facturées en sus du séjour. Et ce que l'on discute, c'est l'intégration d'informations et le repérage, l'identification de médicaments à statut particulier, comme les médicaments d'exception, les médicaments à prescription restreinte, les substances stupéfiantes et tout en général, tout médicament à dispensation particulière. Et donc avec un objectif, faciliter l'identification, dispensation et facturation. Et donc ça répond bien au cas d'usage du référentiel d'interopérabilité du médicament, et là, mais qui seront considérés comme des référentiels liés dans la mesure où la maintenance se fera par une unité de production particulière chargée de cette maintenance d'informations spécifiques. Donc, je repasse la parole maintenant aux contributeurs, donc avec le Club interpharmaceutique, Agnès, la NSM, Laurence, et l'association Medicabas, Frédéric. Et en premier lieu, je passe la parole à Agnès Vabois du Club interpharmaceutique. Merci beaucoup Yann. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Agnès Vabois, directrice opérationnelle du CIP. Alors, qu'est-ce que le CIP? Le CIP, c'est une association à but non lucratif qui a été créée à la demande des laboratoires, des dépositaires, des grossistes répartiteurs et des syndicats de pharmaciens et d'officines et hospitaliers pour donc créer une association qui va mettre à disposition des outils d'échange interprofessionnel entre ces différents acteurs. Donc, le CIP appartient à l'ensemble des acteurs que je viens de citer. Et donc, parmi les outils que le CIP a créés et maintient et met à disposition, il y a donc le code de l'unité commune de dispensation. Donc, ce code, il est attribué à la plus petite unité du médicament dispensé pour un traitement. Il est maintenant mentionné au Code de la santé publique depuis décembre 2021 et par délégation de la NSM au CIP, le CIP crée et gère ces codes UCD. Le code UCD il est utilisé de la dispensation à la facturation dans tous les établissements de santé publics et privés et pour le remboursement par l'assurance maladie. Il a un format donc, numérique sur 13 caractères. Il est composé donc, du préfixe 3400 qui identifie le médicament. Ensuite, le chiffre 8 qui identifie l'UCD, puis l'ancien code UCD 7 et une clé de contrôle, enfin en 13e position. Donc, le calcul du code UCD est basé sur la dénomination de la spécialité de la NSM avec la forme galénique et si la forme est continue, le conditionnement primaire est pris en compte ainsi que son matériau et surtout sa quantité, c'est-à-dire son volume ou son poids et son unité. Les autres informations qui existent et qui sont fournies donc au référentiel sont le lien entre le code CIP et son code UCD, les libellés courts CIP et UCD, le nombre d'UCD par présentation et la taille du conditionnement primaire. Nous sommes amenés, donc en tant que CIP, à créer des codes CIP techniques à la demande de l'ANSM, notamment pour ceux des accès compassionnels et ceux de chaque flacon de vaccin anti-Covid, par exemple. Ces codes ces codes CIP techniques servent au calcul du code UCD, puisque tout médicament commercialisé en France a un code UCD. Et à la demande de l'ANSM et de la Direction de la Sécurité sociale, nous allons, dans l'avenir, donc charger les codes indication des accès compassionnels et précoces créés par la Direction de la Sécurité sociale pour les mettre à disposition via l'ANSM, au sein du référentiel d'interopérabilité du médicament. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Laurence Lefebvre de l'ANSM.
Bonjour, alors je vais vous parler des contributions donc, de l'ANSM pour le palier donc, qui est publié. Alors le périmètre des spécialités non publiées, ce sont celles qui sont avec une autorisation de mise sur le marché, qui sont commercialisées ou en arrêt de commercialisation depuis 5 ans. C'est le périmètre des spécialités qui sont dans la base de données publique du médicament. Les données donc, que l'on fournit, c'est le code identifiant de spécialité, le code 6, la dénomination en cours, le statut d'autorisation, est-ce que celle-ci est active, retirée, archivée, suspendue, la date d'octroi de l'AMM, le type de procédure, le code et le libellé de l'ATC, et des événements qui peuvent impacter la spécialité, comme le retrait de mise sur le marché, une abrogation, une suspension, et la composition en substance active. Pour les présentations, donc, nous fournissons le CIP en 13 chiffres ainsi que le libellé, et de même les événements qui peuvent impacter les présentations comme la commercialisation. Alors, les perspectives. Donc, dans un premier temps, c'est d'accroître le périmètre, d'aller vers une publication de l'ensemble des spécialités qui ont été commercialisées à partir de 2007. Donc, progressivement, nous allons remonter dans le temps pour accroître ce périmètre. De l'élargir aussi à d'autres typologies de spécialités pharmaceutiques, telles que les enregistrements de plantes, les enregistrements homéopathiques, et les accès dérogatoires AAC, AAP, CPC. Un autre volet, c'est d'accroître aussi l'ajout de données supplémentaires, de pouvoir donc identifier la substance qui porte le dosage. Quand on a donc un couple substance active, fraction active, d'identifier celle qui effectivement supporte ce dosage, de catégoriser donc les différentes spécialités pharmaceutiques, suivant donc le référentiel de la HAS, en spécialités qui ne sont pas virtualisables, qui sont, deuxième catégorie, donc virtualisables mais non prescriptibles seules en dénomination commune, ou alors la troisième catégorie, prescriptibles en dénomination commune. Pour les substances, nous allons aussi ajouter donc d'autres synonymes et puis de mettre les libellés aussi en anglais. Nous allons fournir aussi la forme pharmaceutique manufacturée, la forme pharmaceutique administrable, ainsi que les voies d'administration. Nous allons aussi rajouter les conditions de prescription et de délivrance. Donc voilà, et puis nous allons travailler aussi pour structurer le dosage, pour pouvoir apporter donc des données pour la prescription des dénominations communes. Voilà, maintenant je laisse la parole à Frédéric. Merci Laurence. Bonjour à tous. Donc, je représente donc l'association Medicabase, qui est une association constituée donc des bases de données qui sont agréées par la HAS, donc la BCB, Teriac, Thesorimed et puis Vidal. Et donc, cette association, comme l'a rappelé Yann, publie depuis quelques années déjà un référentiel qui s'appelle aussi Medicabase et qui est un référentiel pivot, en fait, qui assure donc un niveau d'interopérabilité entre les médicaments virtuels qui sont aujourd'hui créés par chacune des bases de données. Et donc, c'est réellement un pivot. Et donc, ce référentiel est maintenu, donc est diffusé de manière mensuelle par l'association, est présent d'ailleurs sur le SMT. Et dans le cadre du projet donc, de référentiel unique d'interopérabilité de médicaments, l'association Medicabase est mobilisée en fait pour faire évoluer ce référentiel qu'elle maintient et développe depuis plusieurs années, pour qu'il constitue en fait le socle de la prescription en dénomination commune. Donc, le faire évoluer en fait et le maintenir, ça veut dire un certain nombre de choses, c'est-à-dire en fait comment le faire passer de son statut de référentiel pivot à un vrai statut de référentiel de médicaments destinés à permettre la prescription en décès. Donc, pour arriver à ça, les évolutions qui vont avoir lieu
dans les semaines et mois à venir, donc, et qui nécessite notamment des travaux complémentaires comme ceux dont Laurence vient de parler. Parmi les évolutions en fait, du référentiel Medicabase, on va avoir donc, j'ai écrit une redéfinition, c'est pas une redéfinition, c'est plus une consolidation du périmètre de la prescription en décès, c'est-à-dire que par rapport au référentiel d'aujourd'hui, le référentiel de demain va être basé vraiment sur la notion qu'a présentée Laurence juste avant pour les spécialités, qui est ceux qui sont prescriptibles en dénomination commune vont donner lieu à la création donc d'un médicament virtuel, à la création ou à la redéfinition d'un médicament virtuel dans Medicabase. De la même façon, puisque l'objectif est d'avoir un référentiel qui permette de faire de la prescription en décès, donc un référentiel vraiment pratico-pratique, on va opérer un certain nombre de regroupements dans les médicaments virtuels, puisque les médicaments d'aujourd'hui sont vraiment définis sur une base, j'allais dire, terminologique, pour décrire très finement chaque spécialité virtualisable, alors que dans le cadre d'une prescription en dénomination commune, on peut être amené à certains moments, les prescripteurs en tout cas peuvent être amenés à certains moments à souhaiter avoir des médicaments virtuels un petit peu moins précis. L'exemple que l'on cite assez souvent en référence, c'est celui du clopidogrel, qui est présent dans l'arsenal thérapeutique national sous forme de 3 ou 4 sels différents, alors que le prescripteur, lui, en fait, n'a pas d'intention sur le sel. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est du clopidogrel à 75 mg, et il se fiche un peu de savoir si ce clopidogrel, c'est du chlorhydrate ou du bésélate ou autre chose. De la même façon, nous allons faire un travail aussi d'alignement en fait, des libellés sur les usages. Là encore, un référentiel terminologique tel que celui d'aujourd'hui prend un certain nombre met en place un certain nombre de règles, par exemple des principes actifs qui sont mis en ordre alphabétique. Et parfois, dans les usages, l'ordre alphabétique, c'est pas celui qui vient tout de suite à l'esprit. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, de périndopril plus indapamide, on n'est pas dans l'ordre alphabétique qui est indapamide plus périndopril. Donc, l'objectif, c'est de faire évoluer aussi le référentiel sur ce plan-là et de proposer un nouveau libellé qui soit un libellé plus destiné à l'usage. Et puis, on en a parlé, et ça va venir juste après mon intervention, on va se mettre aussi en conformité avec les différents patrons de dosage qui ont été étudiés et retenus dans le cadre de ce projet. Et donc, Medicabase fournira ce référentiel qui correspondra donc aux spécialités présentes et donc proposées par Laurence et la NSM, avec le statut prescriptible en dénomination commune, et uniquement cela. Et puis, Medicabase aussi, ça a été décidé en fait en groupe de travail, fournira aussi un alignement en fait de ces médicaments virtuels avec les spécialités, et là on verra comment tout ça sera fourni, sera publié, mais en tout cas on sera chargé aussi de faire ce travail-là. Excusez-moi, je n'ai pas appuyé sur la bonne touche. Voilà, et donc juste en guise un petit peu de conclusion ou de résumé, dans ce que l'on fait aujourd'hui dans Medicabase, donc le médicament virtuel, il présente donc une composition qualitative en substances actives. Alors, je précise, substances qui portent le dosage, pour le coup, puisque Laurence en a parlé. C'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on doit attendre encore un peu les travaux complémentaires de l'ANSM, puisque, si vous vous rappelez ce qu'a dit Laurence il y a quelques minutes, ce flag qui dit voilà quelle est la substance qui porte le dosage arrivera dans la phase qui est en cours de travail pour ce référentiel. Cette information n'est pas présente aujourd'hui. Voilà.
Et donc, les compositions de Medicabase aujourd'hui sont, les substances présentes dans les compositions aujourd'hui sont alignées au standard EXVMPD. Bien sûr, on souhaite aligner tout ça avec les initiatives européennes et notamment SMS. Mais bien sûr, évidemment, notre premier travail, c'est d'aligner tout ça avec les substances de l'ANSM telles qu'elles ont été présentées tout à l'heure par Laurence. Voilà, et je rajoute juste en dessous qu'effectivement, on aura donc cette notion de substance portant le dosage, puisqu'évidemment, le médicament virtuel, lui, il doit coller le plus précisément possible aux vrais médicaments qui vont pouvoir être délivrés. Voilà, le dosage très rapidement, mise en conformité au patron de dosage, ça va vous être présenté juste après. Et puis la forme pharmaceutique manufacturée qui là aussi est standardisée. Aujourd'hui, c'est standardisé par rapport à EDQM, mais évidemment, on fait évoluer tout ça en fonction des besoins. Voilà, je m'arrête là et je passe la suite. C'est Catherine, je pense, qui prend la suite. Merci Frédéric. Alors, je vais aller très vite maintenant. Donc, je vais vous présenter les travaux qu'on a initiés sur la standardisation du dosage, parce que le constat, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'expression de dosage qui soit standardisée et que ça diffère d'un médicament à l'autre et qu'on n'a pas de règles explicites pour associer de façon reproductible un dosage à un type de médicament donné. Par exemple, on a analysé toutes les références dosage et on peut trouver 932 expressions différentes. On peut se référer à un comprimé, à un contenant, à une concentration, à un volume. Et donc, d'avoir un dosage standardisé, ça permettra d'avoir une expression pertinente du dosage et surtout la possibilité de faire des calculs de quantité administrée dans le cadre en particulier de la réutilisation des données sur la prescription ou l'administration. Et donc, ça va aussi intéresser le référentiel de prescription en dénomination commune pour avoir une proposition d'expression de dosage pertinente avec un niveau de détail qui sera suffisant pour assurer la sécurité de la dispensation et de l'administration le moment venu. Donc, on a essayé de développer un modèle de raisonnement pour assigner là où les expressions de dosage possibles en fonction des caractéristiques de la forme du médicament et de sa présentation. Et ensuite, on a essayé de construire un arbre décisionnel qui est constitué de ce qu'on appellera des patrons de dosage et qui, en fonction des caractéristiques du médicament, va proposer une expression privilégiée pour l'utiliser dans l'expression du dosage dans le médicament de dénomination commune. Donc, qu'est-ce qu'un dosage? Un dosage, c'est une quantité qui est définie avec un nombre et une unité. Et cette quantité, elle se réfère à un tout qui est la référence de dosage. Et cette référence de dosage, elle peut s'exprimer en volume, par une forme, par un contenant, par un dispositif de mesure, par un calibreur de dose. Ensuite, le dosage, il peut avoir deux définitions. Il peut être un dosage présentation, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'exprimer en fonction des caractéristiques de la présentation, par exemple la taille ou le volume d'un flacon. Et on a la notion de dosage concentration qui, elle, ne tient pas compte de la façon dont la spécialité va être présentée, et qui est donc un dosage qui est universel sur toutes les présentations et donc qui ne contient pas d'informations sur la présentation. Donc l'exemple type, ce sera une expression d'un dosage en concentration milligrammes par millilitre en ne tenant pas compte de la taille du flacon. Donc on a essayé de modéliser un peu ce que pouvait être le dosage en fonction de la forme que prend le médicament. Donc, un médicament, ça peut être quelque chose qu'on peut dénombrer ou qu'on ne peut pas dénombrer, donc une forme solide dénombrable ou non dénombrable qui peut être liquide, semi-solide ou solide. Et dès lors qu'elle est non dénombrable, elle doit être contenue dans un
contenant, qui peut être un flacon, qui peut être monodose ou multidose, et qui peut être associé ou non avec un dispositif de mesure qui va donner une dose calibrée, fractionnable ou non fractionnable. Donc, si on prend un exemple, le cartéol, c'est un collyre, donc qui est une solution liquide qui est contenue dans un flacon dont on peut connaître le volume total qui peut être 3 ml ou 5 ml en fonction de la présentation, qui est multidose et délivré avec un système de compte-gouttes. Donc, on pourra aussi exprimer le dosage en fonction des gouttes. Donc, on a toutes sortes d'expressions de dosage possibles pour ce médicament. Donc, par rapport à un volume total, donc en concentration ramenant par millilitre, en pourcentage, ou en exprimant par rapport au volume total des divers flacons, ou en se rapprochant du flacon entier, ou en l'exprimant par goutte, sachant que par goutte, on n'a pas d'information qui le précise, mais ça pourrait être un dosage possible. Et ensuite, à partir de ça, on a défini un patron qui recommande d'utiliser le dosage en concentration, donc de rapporter la quantité par rapport au volume, à la quantité totale du volume du flacon, parce que c'est l'expression qu'on retrouvera le plus souvent dans cette situation avec l'information disponible. Et donc, la recommandation pour la proposition du libellé de prescription en dénomination commune sera le cartéolol chlorhydrate 2%, collyre en solution, voie ophtalmique. Donc, à l'issue de ces travaux, on a identifié 19 patrons qui se répartissent 2 sur les formes dénombrables et le reste sur les formes continues, avec des patrons 4 patrons qui sont sur les formes continues avec des dispositifs calibreurs de type dispositifs qui délivrent des doses. Ensuite, on a 5 patrons qui sont sur des formes solides continues avec un dispositif doseur calibré, 2 patrons qui sont sur des formes continues sans dispositif doseur et qui sont liquides, et ensuite, non, ça c'est 6 patrons, et 2 patrons qui sont sur les formes semi-solides avec sans dispositif doseur calibré. Alors, je laisse Laurence terminer la présentation. Merci Catherine. Oui, donc à l'issue de cette présentation donc, et des 19 patrons de dosage qui ont été identifiés, nous allons donc les prendre en compte pour chaque spécialité, pouvoir identifier les dosages qui seront à mettre à disposition dans le référentiel du médicament. Merci beaucoup. Donc, nous voici arrivés au terme de cette présentation. Donc, merci à tous les contributeurs. Donc, vous avez pu voir qu'il y avait une certaine montagne à gravir au début des travaux. Donc, on a pu s'organiser ensemble, tous autour de la table, se coordonner et au cours de cette année, avec les difficultés rencontrées sur la maquette, les différents obstacles qui s'offrent à nous, à venir, la synchronisation avec les travaux de l'Europe. Donc, ça nous a permis d'adopter une trajectoire la plus cohérente pour servir en premier le niveau national, d'avoir une certaine cohérence au niveau des codes pivots que sont le CIS, l'UCD, le code de présentation. Et maintenant, on attaque les 2 grands chantiers qui va être l'intégration des médicaments en accès dérogatoire et la génération de la prescription des dénominations communes avec tous les chantiers importants, bien identifier les substances qui portent le dosage, bien catégoriser les médicaments au regard de leur prescription dénomination commune. Donc, on avance pas à pas vers ce chantier, vers le jalon 1B qui va être le référentiel opérationnel au niveau national. Voilà, j'espère qu'on vous a donné un bon aperçu de l'état de nos travaux et surtout des travaux à venir. Maintenant on attaque l'important, on a la base, on a le socle et maintenant
on avance vers ce référentiel complètement opérationnel. On va pouvoir passer, il nous reste peu de temps pour les questions et réponses, on a un petit peu débordé. Comment s'organise-t-on pour les questions? Oui, alors on a une première question concernant la liste en sus. Les dates d'inscription radiation font-elles partie des événements réglementaires? Oui. Oui. Mais là, c'est la question de la liste en sus va être instruite, comme je l'ai dit, exactement au même titre que d'autres informations réglementaires, et on va voir comment on va procéder avec quelle unité de dispensation, quelle unité de production sémantique. Est-ce que ça va être géré à part ou pas? Donc là, toutes les questions d'instruction sont sur la table. Deuxième question, quand le référentiel sera-t-il publié dans sa version définitive? A-t-il vocation à devenir opposable et si oui, quand? Alors, dans sa version définitive, donc ça c'est au-delà de 2023, mais pour opérationnel au niveau national, on a pour l'instant l'objectif de le publier fin 2023. Maintenant, on va voir on va se coordonner donc bien sûr avec la DNS là-dessus, et pragmatiquement ici, c'est la qualité du référentiel qui va gouverner la publication. Donc, il n'est pas question pour nous de livrer un référentiel qui ne soit pas de qualité. Donc, on va peut-être pouvoir encore aménager les objectifs en fonction des difficultés rencontrées, mais on aura toujours une livraison progressive. Là, depuis la maquette, on a mis au point un jalon 1A' pour délivrer de l'information. On a un jalon 1B sur la fin de l'année, donc qui est cette date d'objectif. Mais après, est-ce qu'on va pouvoir tout livrer? Mais ça, on vous tiendra informé au fur et à mesure de nos publications. Ça, c'est ce que l'on doit à l'écosystème. Concernant l'opposabilité, donc les DSR par rapport à la vague 2 du Ségur, donc on a c'est le référentiel d'interopérabilité du médicament est un référentiel socle transverse qui va s'imposer dans tous les couloirs où il est question de médicaments. Donc je pense au couloir médecine de ville et hôpital. Donc normalement, ça devrait être un référentiel qui sera universel en France, pour son but étant l'interopérabilité. Par contre, sur l'opposabilité, je ne sais pas encore répondre à cette question. Une troisième question concernant les critères de décision pour intégrer ou non les nouvelles données ou de nouveaux mappings. Sont-ils définis précisément et si oui, pouvons-nous les connaître? Par exemple, en termes de nouveaux mappings, nomenclature d'achat des GOS avec la nomenclature INCA ou les interactions médicamenteuses de l'ANSM. Alors, le référentiel, au cours du premier webinaire, on a dit que le référentiel avait vraiment un objectif d'interopérabilité et était quelque chose de très simple pour laisser le champ de la connaissance aux opérateurs qui vont apporter de la valeur ajoutée. Donc le référentiel et donc les contributeurs ne vont pas substituer à l'ensemble de l'écosystème, et donc on fournit un outil socle pour permettre l'interopérabilité, l'identification non ambiguë du médicament en laissant la valeur ajoutée sur la connaissance à tout autre opérateur. Par contre, pour les référentiels complémentaires sur des informations descriptives que sont, par exemple, les protocoles thérapeutiques dans le parcours de soins cancer, la nomenclature d'achat, qui est un usage purement réglementaire, les informations de la liste en sus, ce sont des informations qui peuvent être liées et qui vont faire l'objet d'une expression de besoin au comité d'interopérabilité et d'une priorisation, et après on va publier les référentiels. Donc on suit la voie normale des comités de concertation du CISIS. Est-ce que j'ai répondu à la question ?
Donc sur le camp, je ne sais pas, là, il faudra voir les dates des comités interop et c'est dans notre feuille de route. Donc pour l'instant, comme la feuille de route, elle est entièrement tournée Ségur, ça fait relativement longtemps qu'on n'a pas eu de comité interop sémantique, ça va se rétablir et notre feuille de route, on la discute au cas par cas avec nos interlocuteurs de la DNS. Donc, ce que l'on a déjà priorisé, c'est la nomenclature d'achat, qui va être publiée sous peu. Dès que l'on reçoit la nomenclature d'achat alignée avec le référentiel, elle sera publiée et rendue opérationnelle. Donc, après, aux utilisateurs de s'emparer de ce cas d'usage. Pour les infos réglementaires, ça va faire l'objet d'une expression de besoin et ça va être instruit, ça sera mis dans notre feuille de route également. Et peut-être une dernière question. Nous mettrons à disposition l'ensemble des réponses sur la page du webinaire pour les questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Donc, concernant les interactions médicamenteuses, prévoyez-vous l'intégration des recommandations du thésaurus de la NSM? Alors là, pour l'intégration ça fait purement partie du domaine de la connaissance. On n'est plus dans l'interopérabilité, mais on est vraiment dans la valeur ajoutée apportée à une prescription. Il y a des tas de manières d'introduire les interactions médicamenteuses, de régler la sensibilité et la spécificité, de pouvoir introduire même, si besoin, des éléments cliniques. Donc là, on n'est pas dans les cas d'usage du référentiel. On est vraiment dans un cas d'usage d'aide à la décision et de la sécurisation de l'ordonnance qui ne fait pas partie de nos cas d'usage. Merci beaucoup Yann, merci à tous. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, comme on vous le disait, le replay sera disponible ainsi que le support de présentation et on vous mettra un petit doc FAQ pour les questions qu'on n'a pas pu traiter. Un grand merci à tous nos intervenants. Merci à vous pour votre participation et vos questions. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous.